Bienvenue dans le débat de France 24. Ni policier, ni garde du corps. Voilà comment, en quelques mots, Alexandre Benalla a voulu clore toute polémique sur son rôle à l'Élysée. L'ancien chargé de mission, limogé après avoir été filmé parmi des policiers en train de frapper des manifestants en marge du 1er mai, était donc auditionné aujourd'hui pour la première fois par la commission d'enquête du Sénat. Je vous rappelle qu'il est mis en examen pour violence en réunion et qu'il a donc été licencié, mais plus de 2 mois après la survenance des faits. Alors a-t-il convaincu aujourd'hui? Pour en débattre, à mes côtés, Olga Givernet, vous êtes député La République En Marche de l'Ain. Bonjour. Merci d'être avec nous. Face à vous, François Grosdidier, sénateur Les Républicains de Moselle. Vous êtes membre de la commission des lois du Sénat qui est donc dotée des pouvoirs de commission d'enquête sur cette affaire Benalla. Vous étiez présent ce matin lors de l'audition d'Alexandre Benalla. Vous allez nous dire ce que vous en avez pensé. Également bonjour. Parmi nous, Claude Veil, éditorialiste à Nice Matin. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Langlois, secrétaire général de Vigipolice, syndicat de police. Merci d'être avec nous. Merci à vous quatre. Rappelons d'abord que cette audition sénatoriale n'avait pas pour but d'éclairer sur les violences commises par Alexandre Benalla le 1er mai, place de la Contrescarpe à Paris, mais sur les conditions qui ont pu amener l'ancien chargé de mission à participer à des missions de maintien de l'ordre comme celle-ci. Il vous a semblé sincère, à vous qui l'avez vu de près, François Grosdidier? Non. Non, il ne m'a pas semblé sincère, il m'a semblé maîtrisant parfaitement son sujet, se maîtrisant parfaitement, certains pouvaient en douter, compétent, brillant, qui aurait pu être convaincant s'il n'était pas démenti par les faits. Alors, il est parfaitement cohérent avec les déclarations du secrétaire général de la présidence, du directeur de cabinet ou du chef de cabinet du président de la République et de toute la Macronie. En revanche, il n'est pas du tout cohérent avec les faits. Et c'est ce qu'il y a de particulièrement gênant. On sent bien qu'il y a eu c'est pas une affaire d'État, c'est pas un crime d'État. Il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu détournement d'argent public. Ce n'est pas une affaire d'État, monsieur le sénateur. Ce n'est pas une affaire d'État, mais ça devient un mensonge d'État. Non, c'est ça. C'est-à-dire, pour vous, il y a un mensonge aujourd'hui devant la représentation nationale. On part d'un petit dysfonctionnement de l'État pour arriver à un mensonge d'État sur une ligne de défense qui a été parfaitement coordonnée, mais qui glisse, et qui a encore glissé aujourd'hui. Pour vous, il y a eu mensonge aujourd'hui devant la représentation nationale? Oui. C'est passible de 5 ans d'emprisonnement? Oui, mais pourquoi? Pourquoi mensonge? Parce qu'on nous dit, d'abord, M. Benalla s'occupait de tout, sauf de sécurité. Ces prérogatives sont définies de façon très limitative et exhaustive. C'est la participation à l'organisation des déplacements publics, c'est l'organisation des déplacements privés et c'est certaines cérémonies sur le plan protocolaire comme la manifestation, la réception du 14 juillet à l'Élysée. C'est que ça, à l'exclusion de toute autre chose. Après ça, on nous explique que pour ce faire, il fallait qu'il coordonne l'ensemble des services et parfois aussi la sécurité. Et après, on nous explique qu'en fait, il coordonnait les civils et les militaires, ou plutôt à la fois le GSPR et le commandement militaire à l'Élysée. Et pour ce faire, il devait porter une arme. Il est aussi démenti par l'arrêté du préfet de police de Paris qui précise, qui mentionne sa mission de sécurité à la présidence de la République, alors que lui-même nous a dit ce matin n'avoir demandé un port d'arme que pour sa défense personnelle, parce qu'il était menacé personnellement, ce qui est quand même ce qui nous interpelle un peu. Il est démenti aussi par les images de tous les déplacements où il a les attitudes et gestes professionnels. Donc voilà d'où est le malaise. C'est le mensonge plus que le fond d'affaires. En fait, il y a eu dysfonctionnement. Il pouvait être recadré très facilement en disant c'est la police et la gendarmerie qui gèrent les missions de sécurité et on abandonne l'ingérence d'éléments privés et on abandonne le projet de refonte de la sécurité élyséenne qui devait être coupé du ministère de l'Intérieur. Et à laquelle il dit lui-même avoir été associé. Voilà. Olga Givernet, les parlementaires de La République En Marche ont claqué la porte de ces commissions. Vous dénoncez toujours une instrumentalisation politique? Oui, effectivement, je pense qu'il y a réellement une instrumentalisation qui est faite. Il y a un acharnement, il l'a dit lui-même aussi, qu'il a l'impression d'avoir cet acharnement. Je pense qu'on tourne en rond au Sénat à essayer d'avoir des éléments. Alors bien évidemment, il faudra rendre ses conclusions à un moment donné. Je pense qu'on a aussi d'autres travail à faire. C'est ce que nous avons décidé au niveau de l'Assemblée nationale. Je tiens à rappeler que nous sommes déjà sur un certain nombre de projets de loi et nous continuons d'avancer. Moi, aujourd'hui, que nous soyons à la rentrée et que nous soyons toujours sur cette affaire Benalla, ça me pose problème. Alors, vous aurez probablement des réponses. J'ai trouvé très courageux que ce jeune homme puisse venir s'expliquer alors qu'il est déjà sous le coup d'une procédure judiciaire par ailleurs. Il est venu avec ses éléments, en toute sincérité. On a vu quelqu'un qui a gardé son calme et je pense que les éléments vont venir alimenter vos conclusions. Il serait temps aujourd'hui de les rendre. Une commission d'enquête sérieuse, c'est pas 3 semaines, c'est 6 mois. Et le problème, c'est que vous voulez des commissions d'enquête qui n'enquêtent pas. On va écouter ce qu'a répondu justement Alexandre Benalla de manière très précise, comme il l'a répété à maintes reprises, sur son rôle exact auprès du président de la République.
À l'occasion de la campagne présidentielle, je regrette de vous dire, je n'étais pas le garde du corps d'Emmanuel Macron. Je n'ai jamais été le garde du corps d'Emmanuel Macron. À partir du moment où vous êtes dans une tâche où vous faites l'interface entre le candidat et un certain nombre de personnes, où vous êtes un facilitateur, vous avez une proximité physique avec la personne. Parce que s'il a besoin de quelque chose, si vous avez besoin de lui dire quelque chose, par exemple qu'on est en retard, qu'il faut passer à la séquence d'après, eh ben vous devez être proximité physiquement de lui. Alexandre Langlois, vous qui connaissez bien le rôle à la fois de la police et puis aussi de ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité des personnalités, a fortiori au sommet de l'État, vous comprenez quelle était la fonction exacte d'Alexandre Benalla ? Non, on ne comprend toujours pas. C'est ça qui est malheureux dans cette histoire. Et même M. Benalla, finalement, finirait par nous faire de la peine et on serait attristé pour lui. Parce qu'il rencontre un problème similaire qu'on peut rencontrer dans les forces de police et dans plusieurs services de l'État, un manque de formation. M. Benalla, par exemple, a cru toujours qu'il pouvait faire comme les policiers. On lui a donné une voiture de fonction équipée police, on lui a donné un pistolet pour ses missions. Alors que pourtant, il a dit qu'il revenait chez lui avec son pistolet, ce qui est parfaitement interdit pour une personne en mission hors service public. C'est-à-dire, je prends l'exemple, les personnels qui assurent les transports de fonds, quand ils ont fini leur mission de transport de fonds, rendent l'arme à la société et retournent chez eux. Monsieur Benalla, alors qu'il avait un port d'armes pour des missions de sécurité de police, retournait avec son arme. Donc il a eu au moment une confusion, on peut le penser légitimement, et ce qui nous intéressait justement dans la commission d'enquête du Sénat, c'est de montrer le fonctionnement de tout ça et comment on a pu arriver à un monsieur Benalla que personne finalement n'a encadré. On prend l'exemple de nos jeunes policiers qui peuvent être envoyés dans des milieux difficiles, très jeunes. D'ailleurs, un rapport sénatorial a été rendu début juillet, le ressoulignant. Du coup, monsieur Benalla a aussi 26 ans, il faut le rappeler. Et s'il n'est pas encadré, ça peut devenir un chien fou. La faute à la hiérarchie policière ? Pour le coup, non, parce que la hiérarchie policière, il n'en dépendait pas, il la dirigeait même. À la fin, il l'a même déclaré en donnant un exemple. Je ne donnais pas d'ordre à la police, mais par contre, en déplacement en Guyane, un préfet est venu me voir comment on faisait le maintien de l'ordre. Il a dit que ce sera les instructions politiques qui vont primer. Et nos collègues du GSPR... Oui, il dit que c'est la pratique usuelle. C'est la pratique usuelle, je veux bien. C'est comme la place qu'il dit qu'il occupe sur le dispositif. Tous les présidents d'avant, et en tant que policier, j'ai participé à des déplacements présidentiels et ministériels d'ailleurs. La place, les officiers de sécurité sont tout à fait capables de dire à la personnalité qui protège le timing, etc. Et les personnalités du cabinet ou les chargés de mission sont un petit peu plus loin derrière et d'ailleurs sont en lien avec les personnes qui assurent la protection. Donc il y a tout un élément qui fait que M. Benalla, on ne comprend toujours pas ce qu'il faisait. Aucun chargé de mission de l'Élysée n'a d'armes et n'est chargé de mission de sécurité. Il se contredit sur « c'est pour ma sécurité personnelle ». N'importe quel citoyen français qui se sent menacé ne va pas prendre une arme et une autorisation de port d'armes. Il a fait appel surtout pour les services de l'État au plus haut sommet, justement au service de protection des personnalités. A-t-il fait une demande au SDLP pour être protégé? Si oui, quels ont été les résultats? Donc tout ça pose question. On ne sait toujours pas ce que faisait M. Benalla. Et ce matin, il a été très habile. Il a répondu sur plein de choses. Je vais prendre par exemple une question, on n'a pas eu de réponse ce matin, sur le double sens des mots. Parce que finalement, on n'a pas la réponse. Les sénateurs lui ont posé « Avez-vous des antécédents judiciaires ?» Il a répondu très clairement « Je ne suis pas fiché otage, je ne suis pas dans les fichiers de police. » C'est une réponse sur serment. Par contre, nous n'avons pas l'information s'il a un casier judiciaire et s'il a un B1 ou un B2. C'est-à-dire qu'en fait, à force de jouer sur les mots, on finit par douter de tout. Savoir si c'est une erreur de langage ou s'il y a des choses à dissimuler. Claude Veil, que vous a inspiré cette audition d'Alexandre Benalla, à la fois sur ce qu'on sait désormais, ou pas d'ailleurs, de l'étendue exacte de ses pouvoirs et prérogatives au sein de l'Élysée, et sur son degré à lui aussi de préparation, et ce qu'il a démontré à l'occasion de cette audition? Je ne suis pas policier, je ne suis pas sénateur des Républicains, je ne suis pas député de La République En Marche. Je suis un citoyen, journaliste qui a regardé... Un observateur de la vie politique. Observateur de la vie politique qui a observé pendant 4 heures l'ensemble des interventions de ce matin. L'impression générale que j'en retiens, c'est d'abord en effet que M. Benalla a eu des réponses globalement précises et a dissipé beaucoup de mystères et de fantasmes qui tournaient autour de cette affaire. Et j'explique assez facilement le désarroi qui semblait celui des sénateurs à la sortie, parce que non seulement ils n'avaient pas obtenu de bonnes réponses, c'est pas tellement qu'ils n'avaient pas obtenu de bonnes réponses, c'est qu'ils n'avaient pas obtenu les réponses qu'ils souhaitaient en réalité. Pourquoi? Je vois bien ce qui se passe. C'est très intéressant. Monsieur Grosdidier, monsieur le sénateur, tout à l'heure nous dit que ça n'est pas une affaire d'État. Mais alors si ce n'est pas une affaire d'État, il n'y a pas de commission d'enquête parlementaire. Je vous rappelle les propres mots. Lorsque l'affaire éclate le 18 juillet dans Le Monde, 4 jours après, Philippe Bas, le président de la commission des lois, avant même que la commission ait commencé ses travaux, dit « On est passé du judiciaire à l'affaire d'État qui seule concerne le Parlement dans ses pouvoirs d'investigation élargis. » Donc s'il n'y a pas d'affaire d'État, il n'y a pas de justification à la commission. Et pour qu'il y ait une affaire d'État,
il faut aller au-delà d'un manquement individuel, d'une dérive, d'un pétage de plomb, d'un chargé de mission qui aurait perdu la tête. Il faut qu'il y ait un système. Et d'ailleurs, le président Bas, qui est un homme extraordinairement astucieux, justifie très très bien dans l'intitulé même de la commission, puisque la commission des lois devient une commission spéciale, dont le but est de rechercher les conditions dans lesquelles des personnes n'appartenant pas aux forces de sécurité intérieure ont pu ou peuvent être associées à l'exercice de leur mission de maintien de l'ordre et de protection des hautes personnalités et le régime des sanctions applicables, etc. C'est-à-dire que ce que cherche la commission du Sénat, très clairement depuis le début, c'est est-ce qu'il existe une police parallèle à l'Élysée ? C'est ça qu'ils veulent démontrer. C'est ça qui est vital pour cette commission, parce que s'il n'y a pas un système, s'il n'y a pas quelque chose qui s'apparente à une justice parallèle, cette commission n'a pas de raison d'être. On est dans un pétage de plomb, la justice est saisie, Benalla a été viré, l'affaire est réglée, il n'y a pas d'affaire. Pour qu'il y ait une affaire, il faut que l'affaire devienne un système. Or, ce système, je suis désolé, ce matin, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai vu ni dans les déclarations de M. Benalla, ni dans les déclarations de M. Kras, ni dans les déclarations de l'ancien chef adjoint du cabinet du préfet. Mais vous le voyez dans les éléments factuels. Non. Et vous non, avez dans les éléments factuels, je ne les vois pas davantage. Mais, attendez, quand vous avez un... J'ai couvert quand j'ai entendu des interminables discussions pour savoir où est-ce qu'il se tenait par rapport au président. J'ai couvert pendant 20 ans la présidence de la République. Je sais ce que c'est qu'une épaule droite et une épaule gauche. Je sais faire la différence entre un garde du corps et quelqu'un de l'Élysée qui fait de la transmission. Je suis désolé, il a pu avoir à certains moments, quand ça a chauffé au sein de l'agriculture, un réflexe de protection, mais il ne se comporte pas comme un agent de sécurité du GSPR ou des voyages officiels. Ça n'est pas son comportement. Le plus extraordinaire, c'est... Il y a eu un moment très très intéressant ce matin qui a été exploité, c'est lorsque M. Drouet, donc le chef du cabinet, l'ancien chef adjoint du cabinet du préfet, se justifie du fait qu'on lui ait donné un permis de port d'armes. Alors on va écouter. Il a une réponse qui est très intéressante. Il dit, au fond, il ne s'agissait pas de savoir s'il avait des missions opérationnelles de police, mais on a considéré que, comme il jouait un rôle dans l'organisation des voyages officiels, de relations entre la gendarmerie, la police, etc., ça relevait d'une mission de police. Et c'est à ce titre qu'on lui donne... Oui, alors justement, attendez, c'est un point important. Non, ce qui est très il y a un moment que vous n'allez pas montrer qui est très très intéressant, c'est que les sénateurs 50 fois reviennent à la charge et veulent absolument lui faire dire que Benalla remplissait une mission de police. Et à ce moment-là, Drouet a le cri du cœur, il dit « Je vois bien ce que vous voulez démontrer. » Et le président, non. On va écouter en tout cas ce qu'a dit Alexandre. On va écouter, pardonnez-moi, François Grandindet, vous allez réagir dans un instant. On va écouter ce que dit justement à ce sujet Alexandre Benalla et qui est sujet depuis qu'il l'a déclaré à débat. Écoutez. Ils m'ont expliqué qu'en fait, je n'allais plus participer au déplacement officiel du président de la République. Donc je l'ai pris très mal. J'ai vécu ça comme une humiliation. J'avais déjà eu une première sanction et on m'a expliqué que j'allais plus le faire. Bon, voilà. Voilà, on va écouter pardonnez-moi, à nouveau Alexandre Benalla s'exprimer donc sur la question du port d'armes qui lui a été attribué. Le port d'armes, je vous le répète, n'était pas lié à la sécurité du président de la République, mais à ma sécurité personnelle. Je ne parlerai pas des menaces qui ont pu peser à un moment. Pour ma sécurité personnelle encore aujourd'hui. La deuxième des choses, c'est que j'ai été exposé médiatiquement plus que l'ensemble de n'importe quel collaborateur pendant la campagne présidentielle. De la même manière que pour les déplacements publics du président, dans la question que vous m'avez posée précédemment, il a pu arriver que j'ai une arme sur moi à l'occasion d'un déplacement privé. Voilà, alors ce que dit effectivement Yann Drouet, c'est que ce port d'armes... C'est le contraire de ce que dit M. Benalla. Non. Alors dites-le. Non mais attendez, c'est clair. Non mais d'abord, on a des déclarations, vous donnez crédit aux déclarations des dirigeants de l'Élysée et aucun crédit aux déclarations des syndicats de policiers qui eux-mêmes, c'est pas les sénateurs, c'est les syndicats de policiers qui ont parlé de police parallèle, de police privée et de barbouze. Bon, j'ai pas inventé, c'est les mots qui ont été dits. À partir de là, nous on essaie de voir clair.
en honnête homme. Bon, et qu'on soit de droite ou de gauche, on essaie de mettre la lumière sur des faits objectifs devant des déclarations contradictoires. Mais on est encore sur les faits donnent raison plutôt aux syndicats de policiers, même s'il y a certainement d'exagération d'interprétation. Quand je dis que ce n'est pas une affaire d'État, quand je dis que c'est pas une affaire d'État au départ, ça ne menace pas la République. Mais c'est un dysfonctionnement et c'est un début de dérive, ça oui. Et il y a une ligne de défense qui, là, je dis, crée un mensonge d'État parce qu'on dit au départ, non, il s'occupait de tout sauf de sécurité, et on voit bien que la ligne progresse. Et on arrive en fin de matinée, au contraire du début de la matinée, où oui, effectivement, il avait une arme pour les missions de sécurité à l'Élysée. Donc je suis désolé, les vérités changent en permanence. Il n'y a aucun présupposé de la part des sénateurs que le Sénat est dans son rôle. Ça n'a jamais été. N'a jamais présupposé. Il n'a jamais été dit, monsieur le sénateur, qu'il avait une arme pour des actions de sécurité. Non, l'arrêté du préfet, c'est écrit. Que c'est pas écrit que parce que M. Benalla est menacé personnellement, comme beaucoup de personnes ont un port d'armes en raison des menaces qui pèsent sur elles, c'est écrit, je l'ai lu, l'arrêté, et ça a été redit, que c'est en raison de sa mission de coordination de la sécurité à l'Élysée. Mais attendez, si on a une arme, c'est parce qu'on s'occupe de la sécurité. La coordination des polices, c'est pas la même chose que les opérations. La coordination des opérations. C'est le contraire de ce que M. dit. La coopération des polices, ce n'est pas une opération, ce n'est pas une action d'opération, une opération de police. Pardonnez-moi, ce que dit l'ancien directeur de cabinet du préfet de police, donc Yann Rouet, interrogé aujourd'hui en commission. Dans le cadre de son action de coordination des services de sécurité de la présidence de la République, nous avons considéré que cela, en l'occurrence le port d'armes, pouvait s'inscrire dans le cadre général d'une mission de police. C'est d'ailleurs ce que mentionne aussi... pas du tout une mission opérationnelle, c'est là que vous jouez. C'est ce que mentionne aussi le permis de port d'armes. Je vous laisse réagir. Oui, je réagis. On revient sur la question du système. Moi, je pense qu'on est toujours sur une question de personnes. D'ailleurs, on n'a pas réussi à trouver d'autres personnes qui auraient pu être inquiétés sur ce sujet-là. On est sur quelqu'un qui était proche du président, et j'ai pu le voir et j'ai pu le suivre au niveau de la campagne. Des personnalités ont besoin d'avoir quelqu'un en qui ils ont confiance, quelqu'un qui est humainement au contact, et c'est normal pour moi qu'il ait été à ses côtés. Après, on essaye de trouver un système, on essaye de trouver d'autres personnes. Excusez-moi, vous n'avez trouvé personne d'autre. Il n'y a pas de cabinet noir à l'Élysée. Donc non. Donc on s'acharne sur quelqu'un. On va peut-être trouver son collègue d'à côté. Il y a eu la question des événements du mois de mai, et là elles sont traitées à part, encore une fois. Mais je pense qu'il faut arrêter de s'acharner. Vous allez réagir dans un instant. On doit marquer une courte pause, Alexandre Langlois, mais on reprendra avec vous la deuxième partie du débat. Restez avec nous. C'était donc aujourd'hui l'audition d'Alexandre Benalla par la commission d'enquête sénatoriale, dont l'un des membres est toujours présent avec nous sur ce plateau. François Grosdidier, bonjour. Vous êtes sénateur Les Républicains de Moselle. Face à vous, Olga Givernet, députée La République En Marche de l'Ain. Merci également d'avoir accepté l'invitation. Alexandre Langlois, vous êtes secrétaire général de Vigipolice, et Claude Veil, éditorialiste à Nice Matin. On évoquait à l'instant les soupçons qui pèsent donc sur Alexandre Benalla. A-t-il agi de manière occulte, au-delà de ses attributions, du moins telles qu'il les a décrites aujourd'hui, celle d'une personne en charge de la coordination de la sécurité de l'Élysée, mais pas plus, une fonction purement administrative et pas opérationnelle, c'est ce qu'on a compris. En tout cas, Alexandre Benalla se défend, lui, de toute influence sur les policiers. Écoutez. Les policiers d'élite du GSPR et les gendarmes d'élite qui appartiennent au GIGN et qui sont détachés pour emploi au GSPR me craignent ou me craignaient. Je suis assez inquiet pour la sécurité du président de la République. Voilà, interrogé donc pour savoir s'il exerçait une quelconque pression, même psychologique, sur ses membres. Qu'en pensez-vous, Alexandre Langlois? Est-ce qu'il y avait, d'après vous, un cabinet noir à l'Élysée? En tout cas, est-ce qu'il allait au-delà de ses attributions, Alexandre Benalla? Au-delà de ses attributions, ça va être compliqué vu que ses attributions étaient très floues. Par contre, sur les missions de police, on va reprendre sur les missions de police. Par exemple, il a déclaré ce matin qu'il était précurseur sur certains déplacements du président de la République. Les missions de précurseur sont toujours par les forces du SDLP ou du GSPR. C'est les deux unités de protection. Enfin, le SDLP et la charge des personnalités, et le GSPR en fait partie. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on a parlé également du port d'armes. Je fais une petite aparté. Ce qui serait intéressant, c'est on parle du papier, de savoir ce qu'il a fait, c'est la demande écrite qu'il faudrait voir. Parce qu'en France, c'est un pays de droit, avec
une procédure écrite, et à l'heure actuelle, il a dit que ça s'est passé par un coup de téléphone. Donc il serait très intéressant de savoir la demande de l'Élysée ou la demande de M. Benalla pour avoir ce port d'armes. Pour le moment, on ne sait pas. Ça permettrait d'éclaircir beaucoup de choses. Ensuite, sur le fait qu'il pouvait donner une pression psychologique à nos collègues. Alors effectivement, on a entendu certains grands... Pardonnez-moi, sur la question du port d'armes, c'est inquiétant de savoir qu'il a pu porter à 2 ou 3 reprises son arme en présence du chef de l'État dans le cadre de ses déplacements. Alors ce qui est inquiétant, c'est pas qu'il ait pu avoir une arme, parce que ça, a priori, il n'a pas tiré sur M. Macron et il avait quelques entraînements au niveau du tir. Ce qui est plutôt inquiétant, c'est sur la façon dont la France délivre des armes. Nous ne sommes pas les États-Unis où tout le monde peut être armé, n'importe quel particulier peut l'avoir. Pour le moment, des éléments que nous avons, c'était dans le cadre de ces missions. Parce que la seule chose qui fait foi, c'est les écrits, pas les déclarations orales. On peut dire que le préfet de police s'est trompé dans la motivation de son arrêté. Donc à partir de là, ce qui est plutôt dangereux et gênant, c'est le fait, et là on revient au système des institutions et pas sur la faute personnelle, parce que là pour le coup M. Benalla n'y est pour rien sur la délivrance du port d'armes, c'est qu'un particulier peut avoir un port d'armes avec quelques passe-droits ou des choses qui ne sont pas nécessaires. Donc pour ça il faudra avoir le début et ça doit être une procédure écrite. La deuxième chose qu'il y avait, c'était sur le fait que la pression psychologique qu'il peut avoir sur les policiers en général, particulièrement celui du GSPR. Donc on a eu les responsables du GSPR qui ont été auditionnés, les collègues de terrain que nous, on a pu contacter, disent qu'il y a une pression psychologique. Je donne un exemple. Ils ont décrit un phénomène de cours, en gros, lors des auditions. Il y a celui qui a le mieux fait, celui qui a pu parler oralement, c'était mon homologue d'unité SGP qui a dit qu'il y avait des pressions internes et c'était très compliqué pour nos collègues du GSPR d'assurer leur mission du fait de la pression de M. Benalla. Et en fait, c'est un système interne au ministère de l'Intérieur, redécrit une fois de plus dans le rapport sénatorial qui serait intéressant qu'il soit pris en compte, c'est que nous avons une haute hiérarchie qui a une pression et qui peut mettre une pression intense sur les collègues de terrain et qui est des fois déconnectée des réalités. Et quand M. Benalla se présente avec une carte Élysée, c'est très compliqué pour n'importe quel fonctionnaire de police d'aller contre ce qu'il va demander. Parce que même s'il n'est pas hiérarchiquement, et c'est ça le vrai problème, c'est qu'il n'a normalement aucun pouvoir de donner un ordre à un policier ou à un gendarme, c'est qu'il peut le faire parce que nos collègues ont peur de répercussions sur leur carrière, notamment au GSPR, qui est en fait l'aboutissement d'une carrière, et ils n'ont pas envie de partir de ce service. C'est inédit, ça, Claude Veil. On se souvient de la fameuse cellule de l'Élysée sous François Mitterrand, mais ils étaient gendarmes. Oui, alors... Si on réécrit l'histoire, on pourrait remonter aussi au SAC, aux écoutes de l'Élysée sous Mitterrand et d'autres événements qui étaient, si je peux me permettre, me semble-t-il, infiniment plus graves que ce à quoi on assiste. Pour résumer en 2 mots, je pense que l'idée qu'il y avait une police parallèle à l'Élysée était une construction intellectuelle qui méritait d'être validée, examinée, étudiée et qu'elle ne s'est pas vérifiée. En revanche, il est tout à fait manifeste pour moi que nous sommes dans une dérive individuelle grave d'un individu qui était un peu fanamili, comme disait Chirac, qui adorait les armes, qui adorait le service d'ordre, qui prenait son pied dans ces opérations-là, et qui, mal cadré, insuffisamment tenu, a été saisi d'une sorte d'hubris, pour citer Gérard Collomb, dont je crois nous en parler, c'est-à-dire de folie des grandeurs, et a fini par se prendre pour une espèce de cadre de l'Élysée, ce qui explique psychologiquement, je dirais, le grave dérapage du 1er mai, c'est-à-dire, parce qu'au fond, quand on regardait la télé ce matin, qu'on voyait cet homme tellement maître de lui, placide, argumenté, articulé, intelligent, monsieur le sénateur en conviendra, on avait du mal à coller les 2 images. C'est-à-dire comment ce garçon a pu à ce point péter les plombs, je crois que c'est l'expression qu'il a employée lui-même quelques jours après, a pu péter les plombs dans l'ébullition du 1er mai. Vous étiez étonné par sa qualité d'élocution ? Ah oui. Ouais. Ah oui. Ah oui, parce qu'on nous l'a tellement présenté comme un gros bras microcéphale qu'on avait affaire à un type très très articulé. Et d'une certaine façon, comme le disait Madame la députée, on comprenait pourquoi Macron avait pu lui faire confiance. Mais peut-être que Macron lui a fait trop confiance. S'il y a une faute de Macron, c'est peut-être une faute, alors là, qui peut-être introduit la 3e partie de votre débat, une faute plus générale, c'est une extrême mansuétude envers ceux que j'appelle les apôtres, c'est-à-dire les gens qui l'ont accompagné depuis le premier jour et qui sont un peu sacrés pour lui. Et c'est peut-être pour ça que la sanction n'a pas été assez sévère quand l'affaire du 1er mai s'est révélée, c'est que Benalla fait partie des apôtres. On va en parler. Peut-être on va l'entendre dire que, bien contrairement à l'image que les gens ont de lui, eh bien, il est extrêmement éloigné de celle d'un voyou. Écoutez-le. Je ne suis pas un voyou ou je ne sais pas comment on a pu me qualifier encore de petite frappe. Non, ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, on a bien compris effectivement que c'était quelqu'un en tout cas très construit. D'après le Canard enchaîné, il aurait été vu à Londres le 5 septembre dernier à la gare de Saint-Pancras en compagnie, d'après le journal, d'un individu fiché S proche de l'homme d'affaires Alexandre Djouri. Est-ce qu'on connaît exactement l'étendue des réseaux d'Alexandre Benalla ?
Alors là, je ne pourrais pas vous dire sur cette question-là. Moi, je voulais revenir sur la question de la confiance quand même. On a parlé de la confiance du président. Je pense également que par rapport aux forces de police, ils étaient aussi en confiance. On ne va pas les faire passer pour des enfants de cœur. Il n'y a eu aucune plainte par le passé d'avoir une intrusion de cette personne-là. Donc je pense qu'ils travaillaient en bonne intelligence jusqu'au moment où il y a une affaire. Et là, tout le monde commence à se montrer du doigt pour savoir qui c'est qui a cafouillé. Donc je pense qu'il faut quand même revenir sur un état d'équilibre entre les personnes. Moi, la police, de mon point de vue, faisait son travail aux côtés d'une personnalité en qui la confiance avait été mise, et je pense que le travail se passait bien. Alors, moi, ce que je peux dire, pour avoir assisté, c'est vrai que cette histoire de hiérarchie par rapport à la police est complexe, mais il ne faut pas perdre de vue une réalité purement humaine. Là aussi, je me fie à mon expérience personnelle sur les voyages officiels. C'est que lorsque le chef du cabinet, ou le chef adjoint du cabinet, parlant en son nom, c'est la politique qui parle. Et les fonctionnaires, même les fonctionnaires de police, ont une très très forte tendance à obtempérer. Voilà. C'est la réalité de la Ve République, ça. Alexandre Langlois, c'est de l'autocensure de la part des policiers eux-mêmes. Donc une chose, il n'y a pas de plainte, c'est toujours le couplet qu'on peut entendre. Combien de fonctionnaires de police osent dénoncer ce qu'ils subissent dans leur administration, la chape de plomb qu'il y a. Et donc c'est pas pour rien que dans notre institution, il y a en moyenne un suicide par semaine, parce que nous n'avons pas d'échappatoire. Et la seule chose qu'on peut faire quand nos collègues osent briser la loi du silence qui règne chez nous, c'est leur carrière brisée. Et quand ils arrivent au GSPR, encore plus dans un service prestigieux, ils ne veulent surtout pas de vagues, et il n'y en a aucun qui reporte plainte. Ils passent par la voie de leur syndicat pour expliquer leur malaise. Ensuite, on a parlé d'un pétage de plomb individuel le 1er mai. Donc, ce qui est amusant, c'est que nous avons demandé aujourd'hui, par l'intermédiaire de notre avocat, d'étendre l'enquête judiciaire sur toute la période où M. Benalla est en fonction à l'Élysée. Parce qu'il y a des journalistes qui ont rapporté qu'il y a d'autres moments où il a pété les plombs. Donc ça peut arriver une fois, mais au fur et à mesure, il y a des effets de répétition. Et à ce moment-là, il n'a jamais été cadré. Je suis d'accord, par contre, aussi sur la faute individuelle de M. Benalla, mais la faute institutionnelle, M. Benalla semble quelqu'un de volontaire et vouloir aller de l'avant. Ça, c'est quelque chose d'assez positif. Après, par exemple, il est nommé lieutenant-colonel. Dans la police nationale, la gendarmerie, déjà, c'est 1 an et demi de formation, voire 2 ans pour les commissaires, plus des années d'expérience avant de monter. Il n'a pas eu cette expérience, il n'a pas eu ça, il n'a pas eu le bagage. Et ensuite, l'encadrement. Comment a-t-on laissé faire dans la nature? Pourquoi M. Benalla n'a pas été recadré ou n'a pas été pris en charge? C'est la question qu'on se pose, parce que la faute de M. Benalla, mais M. Benalla n'est pas arrivé là tout seul. Ce qui alimente les suppositions sur les soutiens ou les raisons, encore une fois, dont bénéficie Alexandre Benalla. Encore une fois, ce que dit le Canard enchaîné n'est pas vérifié jusqu'à preuve du contraire. Si cette rencontre était avérée, est-ce qu'elle vous surprendrait, François Gaudin? Non, je ne sais pas, et je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. En revanche, je suis l'auteur du rapport sur l'état des forces de sécurité intérieure. Nous avons travaillé 6 mois avec la commission d'enquête, pas 3 semaines, 6 mois, et je confirme cette chape de plomb sur le ministère de l'Intérieur et plus sur la police que sur la gendarmerie. Donc effectivement, les policiers ressentent un très profond malaise, et cette affaire l'a accentué parce qu'ils se sont sentis à la fois quelque part désavoués par le rôle qui avait été donné à Alexandre Benalla dans leur champ de compétences, et quelque part aussi un peu salis ou entraînés dans des tourmentes à la fois des images de bavures policières qui n'en étaient pas, ou dans des polémiques où on a des officiers de police qui se retrouvent en plein dans une polémique qu'ils n'ont pas cherchée. Alors justement, une audition qui intervient au lendemain de la démission annoncée de Gérard Collomb. Je dis annoncée parce qu'elle ne se produira pas avant l'année prochaine. Le ministre de l'Intérieur, donc, qui souhaite revenir dans sa ville de Lyon après les élections européennes. Vous voyez quelle était sa réaction lors de son audition. C'était le 23 juillet dernier devant cette même commission d'enquête sénatoriale. Extrait d'un reportage d'Éric Prigent diffusé hier sur France 2 qui revient aussi sur cette démission annoncée. Collomb lance une petite bombe dans une interview à l'Express. Il sera candidat à Lyon, pas vraiment une surprise, mais il quittera le gouvernement dans 9 mois après les élections européennes. Et ça, ce n'était pas forcément au programme pour Emmanuel Macron. Car entre le chef de l'État et Gérard Collomb, c'était jusque-là une alliance sans nuage, un lien fort né pendant la campagne présidentielle, symbolisé par ces larmes du ministre le jour de l'investiture de son champion. Gérard Collomb, premier flic de France, porteur de la loi sur l'asile et l'immigration, un pilier du gouvernement. Mais voilà, depuis cet été, le couple a connu ses premières fissures. L'affaire Benalla montre un Gérard Collomb mal à l'aise. Et puis il y a cette petite phrase prononcée il y a quelques jours par le ministre. Monsieur le ministre d'État, Madame le rapporteur. Les uns et les autres, nous avons manqué d'humilité. Olga Givernet, c'est l'affaire Benalla, d'après vous, qui a été le
qui a marqué le divorce finalement entre Emmanuel Macron et son ministre de l'Intérieur? Non, il n'y a pas de divorce entre Emmanuel Macron et le ministre de l'Intérieur. Il était attendu, moi je suis députée de l'Ain, en région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a Lyon, donc il était attendu pour nous que Gérard Collomb puisse un moment s'annoncer sur la ville où il a été toujours élu. Donc pour moi qu'il l'annonce comme ça en amont permet aussi de donner un temps pour pouvoir se réorganiser. C'était quelque chose pour moi qui devait arriver. Je trouve ça tout à fait correct de pouvoir l'annoncer en amont. C'est positif pour nous de le faire 9 mois à l'avance. Pour moi, c'est positif. C'est aussi de démontrer qu'il est en train de s'organiser. Et puis, je pense qu'il sera au sommet de l'État. Il y aura une discussion pour savoir comment se fera le renouvellement. Claude Hay. Moi, je trouve ça absolument lunaire. Confirmera que je ne suis pas membre de La République En Marche. Je trouve ça absolument lunaire. Que Gérard Collomb ait l'intention de postuler à la mairie de Lyon, ça me paraissait assez évident. Parce que tout le monde sait que à Lyon, les maires font de très très longues carrières. Ça a commencé avec Hilario qui a tenu 52 ans. Mais Collomb aussi. Francis Collomb, 17 ans, je crois. Et Louis Pradel, 15 ou 20 ans. Enfin, il est dans cette catégorie-là. Mais ce qui est absolument lunaire, c'est pas qu'il se présente aux élections en 2020. C'est qu'il nous annonce en septembre 2018 qu'il quitte le gouvernement après les européennes de 2019. Eh bien, moi, j'avais la faiblesse de penser que dans ce pays, on n'était pas ministre par convenance personnelle. Et que quand on assume une fonction, on l'assume pleinement, on est totalement engagé dans sa fonction. Quelle est l'autorité, quelle est la crédibilité d'un ministre de l'Intérieur qui est de fait démissionnaire et qui fait son préavis, au fond, comme on dit dans les boîtes? Mais vous savez, dans les boîtes, maintenant, dans les grandes boîtes, on ne fait même plus son préavis parce qu'on sait que quand les gens sont sur le départ, on ne peut plus leur faire confiance. Donc, si j'étais Emmanuel Macron, à Dieu ne plaise, je pense que je mettrais fin très très vite à cette période qui est absurde parce que je me mets à la place des policiers. C'est toujours le patron ou c'est plus le patron? C'est qui va arriver? Qui est le successeur? À quoi ça sert d'obéir à celui-là puisque de toute façon il s'en va? C'est lunaire. Quand on est ministre de l'Intérieur dans un pays qui a affronté des problèmes d'insécurité, de terrorisme, avec une institution policière malmenée qui souffre, etc., on n'annonce pas son départ 9 mois à l'avance. Alexandre Langlois, ça va porter atteinte à son autorité au sein de son administration? Alors, les policiers sont des fonctionnaires d'État. Nous obéissons au ministre de l'Intérieur, quel qu'il soit. D'ailleurs, à la fin de la mandature de M. Hollande, on a eu une ribambelle de ministres de l'Intérieur qui sont succédés, dont un qui n'a même pas eu à assister à un conseil des ministres. Donc, voilà. Donc, M. Collomb, qu'il annonce sa démission ou qu'il n'annonce pas sa démission, c'est plutôt qu'est-ce qu'il va faire, continuer de travailler ou pas. Nous, la chose qu'on est à la limite content, c'est que M. Collomb démissionne, par contre. Parce que dans le gouvernement de M. Macron, il n'y a que des spécialistes dans chaque ministère. Et c'est très bien parce qu'on peut parler du fond des sujets. Un des rares ministères et des plus importants, le ministère de l'Intérieur. En plus, nous avons 2 ministres, pas un. Aucun des 2 n'est spécialiste des sujets de sécurité et de police. C'est une exception. Pour une fois, on aurait préféré dans le moule normal du gouvernement de M. Macron. Donc on aimerait bien avoir à la place un spécialiste. Et dans La République En Marche, il y a des spécialistes police qui peuvent très bien assurer un rôle au niveau du ministère de l'Intérieur. Parce que M. Collomb est très sympathique humainement pour l'avoir rencontré. Voilà, mais en tant que ministre, je pense qu'il n'était pas à sa place. En tout cas, ça parasite déjà sa communication, puisqu'il était en visite à la Cité des Tarterets à Corbeil-Essonnes. Et pour mettre en valeur son dispositif de police de sécurité du quotidien, il n'y en a eu que pour sa démission. On va peut-être voir les images. François Grosdidier, vous êtes d'accord? Ce n'était pas l'homme idoine. Je le confirme. Quand bien même, en matière d'immigration, par exemple, la politique qu'il applique n'est pas très éloignée finalement de celle que vous prenez. C'est décidée par le président de la République. Non, mais je confirme tout à fait son analyse. Et je connais bien le ministre et la ministre déléguée, puisqu'on était dans la même commission des lois au Sénat. Bon, eh bien, Gérard Collomb, c'est à la fois c'est un républicain sincère. C'est un homme de bonne volonté. Et c'est un élu local très attaché à son territoire et qui souffre quelque part de l'arrogance du pouvoir et de sa coupure grandissante avec la base. Mais en même temps, il n'a jamais été ministre d'Intérieur. Pour moi qui suis les dossiers de sécurité et de police, je n'ai jamais eu en face de moi un ministre qui connaissait les dossiers, qui se les était appropriés, comme se l'étaient appropriés ses prédécesseurs socialistes ou UMP. C'est une réalité. Il était complètement déconnecté. Je l'ai auditionné dans le cadre de la commission d'enquête sur les forces de sécurité intérieure. Il était sur une autre planète. Quand on a produit le rapport, il nous parlait que de ces tablettes qui sont importantes, mais relativement anecdotiques par rapport à l'ensemble du malaise et même au retard d'investissement. On avait l'impression d'avoir un ministre hors sol alors qu'il est un maire enraciné. Donc c'est bien qu'il parte, mais par contre, c'est pas bien de l'annoncer
annoncer 9 mois avant, parce que malgré tout, ça créera le doute. Les policiers et les gendarmes seront disciplinés, mais enfin, pour défendre les budgets, pas les administrations, pour porter la voix du ministère de l'Intérieur ailleurs, non, je veux dire, il faut qu'ils partent. Olga Givernet, récompensée uniquement pour sa fidélité, au final ingrat, Gérard Collomb ? Non, je pense que le constat qui est fait est très très dur. Gérard Collomb, pour une fois, peut-être nous avions un ministre qui est tourné vers la population et ses besoins. On est sorti de l'état d'urgence, on a eu la loi immigration, on a la police du quotidien qui est aujourd'hui là. Donc au niveau du bilan, et je pense qu'on le refera dans 9 mois, et après on pourra avoir les pronostics sur la nouvelle personne. Et le plan STUP annoncé par Emmanuel Macron avant l'été, c'est lui qui va le mettre en œuvre ? Il va mener à bien sa mission. Les ministres sont là pour une mission, on le sait bien, ils sont là dans un temps imparti. Il va mener à bien sa mission. S'il a annoncé que ce sera pour le mois de mars, il va avoir un calendrier qui va être affiché et je souhaite qu'il puisse nous l'annoncer. Juste pour revenir sur la police de sécurité du quotidien, parce que c'était amusant, il vient faire un déplacement en Essonne pour dire que ça marche bien, etc. Le même jour, un jeune est tué par règlement de compte à Saint-Denis, où la police de sécurité du quotidien a été refusée. Par contre, il y a d'autres villes, par exemple comme Trappes, département où je travaille, où ils n'avaient pas demandé la police de sécurité du quotidien, on leur a imposé. Donc une fois de plus, c'est géré de façon bureaucratique. C'est pas un problème de projet, c'est un problème de mise en œuvre, de déploiement. Après, c'est toujours pareil, de déploiement et surtout, qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que pareil, on nous a annoncé 30 policiers dans certaines villes, mais ça en fait 3 sur le terrain en même temps. Donc on ne peut pas annoncer les moyens. Après, ce qui est rigolo, c'est qu'on communique soit en statistiques et en pourcentage sur certains chiffres qui sont faibles mais qui sont forts en pourcentage, et en nombre quand les pourcentages seraient très faibles. Donc c'est rigolo cette façon de discuter. Et après, Monsieur Collomb également, donc a aussi un inconvénient durant sa mandature, c'est que Monsieur Macron aussi a court-circuité pas mal de projets police, notamment je pense à l'antiterrorisme, qui est normalement géré par le ministère de l'Intérieur. Il y a une cellule spéciale à l'Élysée. La police de sécurité du quotidien a été mise en place sur un projet de Monsieur Macron, et Monsieur Collomb n'avait pas non plus une grande marge de manœuvre. Donc sur son ministère, il n'a pas non plus eu la chance de pouvoir l'exercer pleinement. Donc il faut reconnaître que ça a été difficile. Claude Veil, un mot de la manière quand même. Maintenant, on claque la porte et on l'annonce soi-même aux journalistes. Après Hulot, Collomb, est-ce que ça risque de poser un problème ? Je crois qu'il est parti avant qu'on le fasse sortir, non ? Les 3 ministres d'État sont partis. Ancien ministre de la Justice, enfin éphémère ministre de la Justice. Les 3 ministres d'État du début du quinquennat sont partis. Alors on avait déjà vu ça dans le passé, sous Hollande, les ministres en effet qui considéraient que le job ne les intéressait plus. Moi ça me met très très mal à l'aise, comme je l'ai dit. Je pense que quand on est ministre, on se doit à sa fonction, on se doit à la République. Ça comporte quelques avantages, mais ça comporte surtout l'obligation d'être totalement investi dans sa mission. Et je pense que le président de la République ne peut pas laisser s'éterniser cette période de gestation. Ça veut dire qu'on va vers le fameux grand remaniement qu'on pensait possible à l'occasion Je pense que le président de la République souhaitait l'éviter et préférait remettre ça après les européennes, qui vont être évidemment une espèce d'ardoise magique de la politique française, parce que personne ne sait à quoi ressemblera l'échiquier politique au lendemain des européennes. Quelle sera la force des partis populistes et des partis protestataires, quelle sera la force des républicains, quel sera même l'ordre d'arrivée des grands partis, est-ce que le Front National sera aussi haut qu'on le redoute en France et en Europe, quelle sera la force des mouvements eurosceptiques, europhobes, populistes, xénophobes à travers tout le continent. C'est vraiment une nouvelle partie politique, une nouvelle séquence politique qui commence après les européennes, et je pense que le président aurait aimé aller en roue libre jusque-là pour ne pas avoir à remanier son dispositif plusieurs fois. Je pense qu'il a probablement eu raison de chanter l'épisode Hulot et de ne pas dramatiser la crise Hulot, mais là maintenant je pense qu'il y a une nécessité absolue de remettre quelques stabilisateurs dans l'équipe gouvernementale. La rentrée est difficile, Olga Givernet, comme on le lit en tout cas quotidiennement dans les journaux. La rentrée est pleine de rebondissements, même à l'Assemblée nationale, il y a eu des répercussions aussi. Bon, pour ma part, j'aurais préféré que ce soit un petit peu plus, qu'on se remette dans les dossiers de manière plus sereine. Ça fait partie de la vie politique et il faut bien évidemment pouvoir les appréhender et pouvoir évoluer. Et le fait que le ministre de l'Intérieur puisse annoncer d'avance, je trouve ça plutôt pas mal, oui. François Grosdidier, les Républicains aussi s'organisent alors en vue des européennes, mais est-ce que vous considérez aujourd'hui, vous dites que cette affaire Benalla n'était pas une affaire d'État, c'est pas toujours ce qu'on a entendu. C'est pas toujours ce qu'on a entendu dans les rangs de votre parti. Je vous le redis, oui. Ça ne menaçait pas la République, ça annonçait
une dérive qu'il fallait arrêter. Il aurait mieux valu que le pouvoir l'admette, dise on recadre, on arrêtait ça, plutôt que d'être sur une défense, moi qui me met très mal à l'aise, parce que quand on me ment sous serment, parce que ça contredit les faits, ça met mal à l'aise. Maintenant, pour l'avenir, on n'aura pas le temps de parler du ministère de l'Intérieur, de la police de sécurité du quotidien, mais on est sur le fond des questions. Oui. Aujourd'hui, on a un État qui continue à sous-investir, c'est pas le premier des gouvernements, mais qui continue à sous-investir dans le régalien. Depuis beaucoup de temps, on leur demande beaucoup trop. Et on ne peut pas mettre la police de sécurité du quotidien, il ne suffit pas de l'annoncer, quand on n'a pas le personnel pour le faire. Alors, ce n'est pas en nombre de policiers et de gendarmes, on en a autant que la moyenne des pays d'Europe. Sauf que chez nous, ce sont les seuls à être mangés aux 2/3 de leur temps par la procédure pénale et à passer qu'1 tiers de leur temps en opérationnel sur le terrain. Or, on a une réforme beaucoup trop timide du code de procédure pénale. Et deuxièmement, comment voulez-vous, l'idée de la PSQ, c'est de dire on va sanctuariser du temps pour le contact avec les partenaires et la population. Or, quand on doit 23 millions d'heures supplémentaires aux policiers qu'on ne veut pas leur payer et qu'on ne peut pas faire récupérer dans l'État quand elles sont sollicitées, tout ça, ce sont des mots qui sont vains. Mais ça, le gouvernement d'Édouard Philippe... J'aimerais parfois qu'on parle des sujets. Oui, non, mais justement, on en parle. Le gouvernement d'Édouard Philippe, il peut quelque chose à cette contrainte budgétaire. Il a trouvé une situation budgétaire. Peut-être qu'il y a une question de priorité. Si on payait moins de fonctionnaires de la République, en doublant des collectivités territoriales dans le champ des compétences décentralisées, et que l'État se recentre sur le régalien et sur l'éducation, la République fonctionnerait mieux. Mais quand on veut tout diriger d'en haut, eh bien, on continue à s'occuper même de ceux qui relèvent des compétences décentralisées. Et ça, ce sera un gisement d'économie qu'un gouvernement aussi centralisateur et techno ne veut pas faire. Alexandre Langlois, la police de sécurité du quotidien, justement, beaucoup avaient... louer une bonne idée après la suppression de la police de proximité, on s'en souvient, c'était l'époque de Nicolas Sarkozy. Vous considérez aujourd'hui que cette police de sécurité du quotidien, elle est justifiée et elle a les moyens d'agir ? Alors, il y a deux choses. Ce n'est pas une police de proximité, qu'on soit bien d'accord. La police de sécurité du quotidien a été mise en place pour le continuum de sécurité entre police municipale et sécurité privée. Ce n'est pas du tout une police de proximité nouvelle. C'est vraiment un nouveau projet. La deuxième chose, c'est que la police de sécurité du quotidien, c'est 30 quartiers. Je veux dire, sur toute la France, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire qu'on va évaluer la France sur 30 quartiers et le reste, on n'en parlera pas ? Non. Comme il y a des zones d'éducation prioritaire. Oui, mais c'est la sécurité globale. On se déplace sur toute la France. Donc ça nous semble assez abstrait de dire qu'il n'y a que 30 zones de reconquête. La deuxième chose, sur le budget de la police. Le budget, là, nos collègues, par exemple, on parle des heures supplémentaires qui ne seront pas payées. Là, il y a des collègues qui avaient des reconstitutions de carrière suite à certains avantages qu'ils avaient. L'État leur a dit, par écrit, faute de budget, nous vous payerons quand nous aurons de l'argent dans les caisses. Les impôts arrivent, certains collègues comptaient sur cet argent pour payer les impôts. Si nous répondons, on attendra d'être payés pour payer nos impôts. Comment on réagit ? Je veux dire que l'État se permet des choses qu'il impose aux policiers et que c'est scandaleux pour nous. Il y a eu beaucoup de choses au cours de cette mandature où les policiers se sont sentis, entre guillemets, insultés ou pas compris, je veux dire. Je vais donner un exemple. Il y avait une promesse de campagne de M. Macron, deux d'ailleurs qu'on va citer, qui nous intéressait énormément. Il y avait le casier judiciaire vierge pour les élus. Nous avons un casier judiciaire vierge. Ceux qui font les lois qui nous dirigent, ce n'est pas une obligation. Ça nous pose problème. La deuxième chose, c'est l'exemplarité. L'exemplarité nous demande d'être exemplaires régulièrement. On est la fonction publique la plus sanctionnée. Donc on ne comprend pas. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu un débat sur nos collègues CRS, qui avaient une indemnité de déplacement qu'on a voulu fiscaliser. Très bien, pourquoi pas. C'est entre 5 et 6 000 euros par an. Quand les députés de l'Assemblée nationale ont demandé la fiscalisation de leurs indemnités parlementaires, donc c'est par mois la même indemnité que nos collègues touchent par an, là du coup ça a été levé de bouclier par non. Donc on ne comprend pas en fait que l'exemplarité ne vienne pas d'en haut et que nous on doit faire les choses et pas de l'autre côté. Non, l'exemplarité, on la demande d'en haut, bien évidemment. C'est sûr. Oui. Pour les élus, il a été demandé qu'il y ait un casier judiciaire vierge. Il a fallu trouver une formulation dans la loi qui fait qu'on n'ait pas de problème d'inconstitutionnalité. Mais l'intention était là. Nous avons voté cette loi sur la loi de confiance. Et ce serait dommage de pouvoir faire croire aux gens que nous ne nous appliquons pas les mêmes choses que nous pourrions espérer de nos administrations. Et pour le casier judiciaire ? Non. Oui. Ah si. Pour la raison de constitutionnalité. Voilà. Non, alors c'est pas qu'on se les a enlevés. Non, il y a une demande évidemment d'avoir un casier judiciaire vierge. Il a fallu rechanger les termes, mais on est sur les mêmes données et l'intention est là. Merci beaucoup, on en restera là. C'est la fin de ce débat. Merci à vous, Olga Givernet, ainsi qu'à François Grosdidier, à Alexandre Langlois et à Claude Veil, qui ont bien voulu débattre aujourd'hui. Restez avec nous, à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.